Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique chez Osiam. Alors c'est l'annonce du jour, en fin de la matinée, ça vient de tomber. Amérique, États-Unis et Chine suspendent leurs droits de douane punitifs pour 90 jours. On se dit, avant de rentrer dans le détail, quoi, c'est une accalmie temporaire ou c'est le début de la fin de la guerre commerciale entre les deux géants, entre les deux rivaux? Je crois que Donald Trump n'avait pas l'intention de maintenir les droits de douane aussi élevés. D'abord que ce soit sur l'ensemble des pays, sur la Chine, mais sur l'Europe, sur le Canada, sur le Mexique. Son intention, c'est de signer un certain nombre d'accords commerciaux et probablement avantageux pour les États-Unis et pas de laisser des droits de douane très élevés, parce que les droits de douane très élevés, c'est un prélèvement sur le pouvoir d'achat des Américains. C'est très impopulaire de perdre du pouvoir d'achat. L'inflation est très impopulaire aux États-Unis, donc il ne peut pas courir le risque d'impopularité qui serait associé au maintien de droits de douane très élevés. Alors, sur la Chine, on est dans une situation très différente de ce qui va se passer dans la négociation sur l'Europe. Parce que la Chine a des mesures de rétorsion très efficaces, en particulier en ce qui concerne les terres rares, en ce qui concerne l'électronique. Rappelez-vous qu'il avait déjà annulé les droits de douane sur l'électronique importée de Chine. Et sur l'ensemble des biens de consommation, les États-Unis ne peuvent pas se passer de la Chine. Je crois que l'intervenant précédent est trop optimiste. Les États-Unis sont au plein emploi, donc il n'y a pas d'emploi à créer aux États-Unis. Et les États-Unis ont développé une industrie des nouvelles technologies qui a remplacé en fait l'industrie manufacturière traditionnelle. Donc il n'y a pas de problème global d'emploi aux États-Unis, il y a des problèmes de répartition sectorielle des emplois, il y a eu des problèmes de désindustrialisation du Middle West, le Rust Belt, mais qui ont été compensés par des créations nombreuses d'emplois de services. Et donc, il n'y a pas de possibilité de réindustrialiser massivement les États-Unis. Il y a des possibilités marginales de réindustrialisation, mais pas de possibilité massive de réindustrialisation. Les États-Unis vont rester insérés dans la spécialisation productive internationale, qui vont continuer à importer les biens de consommation chinois, qui vont continuer à importer des voitures européennes, parce qu'ils ne peuvent pas relocaliser tout ça aux États-Unis. Donald Trump était sous pression. Parce que justement le risque d'inflation, parce qu'il sait qu'il peut utiliser ça comme menace, mais il ne peut pas utiliser ça comme politique durable. Sinon, les anticipations d'inflation des consommateurs américains, alors elles sont toujours plus hautes que l'inflation réellement observée. Elles sont à 7% aujourd'hui, d'après le Conference Board. À quel horizon? À 1 an. Wow. Alors qu'ils sont à 3, les Américains. Les Américains sont à 2, enfin si vous enlevez les prix d'énergie, ils sont à 2,8 quoi. Et les anticipations d'inflation sont à 7. Et donc ils ne pouvaient pas laisser ça se faire parce qu'ils savaient... Et la consommation des ménages a été très affaiblie déjà au premier trimestre. Et donc, que je comprenne bien, là maintenant les droits de douane, ce que j'ai lu que c'était baisse temporaire des tarifs douaniers réciproques de 115%. Donc ça me fait 10% côté chinois. Et 30% côté américain. Et en même temps j'ai lu qu'il y avait 10% et 10% de chaque côté. Mais il y a 20% de droits de douane, soi-disant pour compenser la production de fentanyl dans les pays. Donc les produits chinois sont taxés à 30% sur les imports. Et les produits américains à 10% sur les imports de Chine. Ce qui n'est pas un énorme problème. Qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? Pardon, Trump, qu'est-ce qu'il a gagné sur cette suspension de 90 jours? Alors à nouveau, la négociation avec la Chine a des mesures de rétorsion très crédibles. Parce que la Chine contrôle 90%, par exemple, de la production mondiale de terres rares, soit en Chine, soit par des filiales chinoises en Australie, etc. Donc la Chine pouvait arrêter complètement l'exportation de terres rares vers les États-Unis. Non mais là, la contrepartie immédiate, encore une fois. La contrepartie... Qu'est-ce que Trump gagne avec cette suspension? Il gagne de ne pas arrêter son économie parce qu'il n'aurait plus de terres rares, il n'aurait plus de matériaux critiques, etc. Et il a besoin d'importer des terres rares ou des matériaux critiques. Donc c'est pour ça que Trump a annoncé... Ah oui, il était en réalité... la Chine était en position de faiblesse vis-à-vis des États-Unis parce que le chômage des jeunes est très élevé en Chine. Il est beaucoup plus élevé que les chiffres officiels parce qu'il y a un problème de croissance, etc. Mais les États-Unis sont en position de faiblesse vis-à-vis de la Chine, avec le monopole mondial de la Chine pour certains minerais critiques et pour les terres rares. Donc
C'est un accord de deux faibles. Hein. La Chine était faible parce qu'elle doit exporter vers les États-Unis pour soutenir son économie. Et les États-Unis sont faibles parce qu'ils ont besoin des produits chinois. Des produits bas de gamme pour soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs. Et de tous les matériaux critiques pour faire fonctionner les... Qui a fait le plus de concessions ? Qui sort gagnant de ce bras de fer à court terme, là ? Non, personne. Les deux, parce que les États-Unis évitent la récession qui viendrait de l'inflation associée aux droits de douane, et que la Chine évite la très faible croissance qui viendrait de l'arrêt de ses exportations vers les États-Unis, même si la Chine contourne, et on a les derniers chiffres douaniers des États-Unis, évidemment il y a une forte baisse des exportations directes de la Chine vers les États-Unis, mais il y a une forte hausse des importations, des exportations de la Chine vers le Vietnam, vers l'Asie du Sud-Est, vers le Mexique, et tout ça est réexporté vers les États-Unis. Il se passe quoi dans 90 jours entre Américains et Chinois ? Ils vont trouver un accord. Il n'y a pas de doute. Et à nouveau, Trump ne peut pas envisager comme politique de long terme d'avoir des droits de douane massifs sur quelques produits que ce soit, sur les produits canadiens, sur les produits mexicains, sur les produits européens ou sur les produits chinois. Ça ne peut pas être la politique de long terme des États-Unis parce que l'économie américaine ne peut pas relocaliser massivement. Ça semble maigre ce qu'il a obtenu là. Pour moi, c'est un recul, je veux dire. Peut-être. À nouveau, il a obtenu de ne pas laisser... Il a mis 145 au final, il revient à 30. Vous pourrez me dire... avant tout ça, on était à combien entre les États-Unis et Chine ? On était, alors je ne sais plus, on était en dessous évidemment. On était, alors si vous prenez les premiers droits de douane de Trump, de première version de Trump. Lors du premier mandat je vais dire une bêtise. Non mais on était plus bas. Mais on avait déjà des hausses assez fortes. Ouais, mais on atterrit quand même là pour l'instant à un niveau plus élevé, 30%, c'est quand même plus élevé que la situation d'avant Trump 2. Oui, mais c'est acceptable pour les Chinois. Parce que si on en reste là, 30 d'un côté, 10 de l'autre, c'est acceptable ? C'est acceptable pour les deux parties. Et comme 10% pour le Canada ou pour le Mexique est acceptable pour les Canadiens ou pour les Mexicains, et comme probablement 10% pour l'Europe sera acceptable pour les Européens. Mais à nouveau, les États-Unis ne sont pas que en position de force. Parce que, à nouveau, la capacité de relocalisation aux États-Unis est très limitée. Et puis, il y a des problèmes non seulement de quantité de main-d'œuvre, mais de qualité de la main-d'œuvre. Vous avez vu les gros problèmes de l'installation de l'usine de TSMC aux États-Unis pour fabriquer des semi-conducteurs, qui est lié à l'absence de qualité de la main-d'œuvre américaine, et qui est bien d'ailleurs décrite par les enquêtes de l'OCDE. Les Américains ont des compétences de leur main-d'œuvre qui sont extrêmement basses. Et donc c'est très difficile de relocaliser du haut de gamme aux États-Unis. Et donc de se passer de la Chine ou de d'autres pays d'Asie comme fournisseurs de l'électronique de base aux États-Unis, c'est très difficile. Et puis c'est très difficile, parce qu'il y a plein d'emplois, de trouver beaucoup de gens qui sont embauchables aux États-Unis. Alors autant il y a une suspension sur ces droits de douane réciproques prohibitifs entre Chine et États-Unis, autant là on a un accord en bonne et due forme avec le Royaume-Uni, deal commercial qui est destiné, on l'imagine là aussi un peu, à apaiser les marchés. Alors, on a tout entendu. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui parle d'un accord historique. En même temps, il n'a pas l'air contraignant juridiquement, cet accord. On parle d'un mini-accord. Là encore, qui a consenti le plus entre Donald Trump et Keir Starmer ? Bon, je pense que c'est les Britanniques qui ont consenti le plus. Mais à nouveau, atterrir à 10% de droits de douane, c'est... Bon... Le dollar s'est déprécié de 10% depuis le début de janvier. Enfin, c'est de l'ordre de fluctuation des monnaies, si vous voulez. Et donc, c'est pas un vrai obstacle au commerce d'avoir 10% de droits de douane. Londres qui a baissé ses droits de douane, j'ai les chiffres, de 5,1 à 1,8%. Oui. Et les Américains donc vont conserver leurs 10% de droits de douane. Ils étaient avant à 3,4%. Donc là, on se dit effectivement que Londres a fait plus d'efforts. Oui. Mais à nouveau, c'est l'ampleur des fluctuations possibles des taux de change. Ouais. Donc 10%, on retrouve ce chiffre, Patrick. 10%, c'est le nouvel étiage des droits de douane américains. Oui, mais c'est pas... à nouveau, ce n'est pas des droits de douane considérables si on regarde le passé. On a eu une période de droits de douane très bas. C'était quelques pourcents depuis le début des années 2000. Mais si vous remontez beaucoup plus loin dans le passé, vous avez eu des droits de douane
Par exemple, dans les années 30, il y avait des droits de douane de 30%. Donc finalement, si Trump se satisfait de 10% de droits de douane sur tout ce qui rentre aux États-Unis, c'est pas dramatique? C'est pas dramatique. Et puis, on voit que les études, il y a beaucoup d'études sur les droits de douane. Alors, les droits de douane sont passés entièrement dans les prix des imports, enfin à 94%. Donc, si vous avez 10% de droits de douane, les prix des importations aux États-Unis vont monter de plus de 9%. Ouais. Mais plus de la moitié de la hausse de ces droits de douane est compensée par une baisse des marges des distributeurs américains. Donc, arrivera aux consommateurs américains une petite moitié de ces 10% de droits de douane. Ouais. Donc la moitié payée par le consommateur, la moitié payée par le distributeur. La moitié payée par le distributeur. Et donc 5 points de hausse des prix pour le consommateur. Bon, les importations, c'est 14% du PIB des États-Unis. Ouais. Ça fait au pire 0,7 étalé sur quelques années. Ça va faire 2 ou 3 dixièmes d'inflation en plus, donc c'est assez négligeable finalement. Donc ces droits de douane, si on arrive à des droits de douane universels de 10% sur les exportations vers les États-Unis, l'effet macroéconomique négatif de ça sera assez faible en réalité. Cet accord entre Washington et Londres, plus cette suspension avec les Chinois, est-ce que tout ça peut ou doit rassurer nous, l'Europe ? Ou est-ce que ce sera plus difficile de négocier entre la Commission et l'administration Trump? C'est plus difficile de négocier en Europe parce que quelles sont les marges de manœuvre d'une négociation UE-États-Unis? Les importations d'énergie. Donc l'Europe veut arrêter complètement d'importer du gaz russe. Bon, ça met une certaine possibilité d'importation davantage de gaz naturel liquéfié américain. Donc ça... l'agroalimentaire, bon, non, les produits américains ne passent aucune des contraintes sanitaires européennes. Les voitures, non, les voitures américaines ne passent aucune des contraintes environnementales européennes. Et donc, qu'est-ce qui reste ? On ne va pas déréglementer les directives sur le numérique. On ne va pas changer le droit de la concurrence. Donc on n'a pas grand-chose à apporter. On a la seule marge de manœuvre européenne, c'est l'énergie. Je dirais, effectivement, on pourra importer. Mais si vous regardez la balance commerciale États-Unis-Europe, alors on se concentre souvent sur la balance commerciale, sur les seuls biens. Si vous regardez biens et services, c'est à peu près 50 milliards de dollars chaque année de déficit des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. On peut importer 50 milliards de plus de gaz naturel américain, ce qui correspond à peu près à l'arrêt de ce qu'on importe encore de la Russie. Donc je crois que le seul deal faisable pour les Européens, ils ne vont pas renoncer à nouveau à leur législation de la concurrence ou à leur législation du digital. Donc la seule marge de manœuvre pour les Européens, c'est d'importer plus de gaz naturel américain. Mais bon, ça va probablement passer. Mais c'était plus facile pour les Chinois, parce qu'ils avaient une vraie menace à nouveau, qui était toutes les ressources rares que produit la Chine avec un quasi-monopole mondial. Trump le belliqueux, Trump qui fait des annonces fracassantes, c'est terminé ça pour vous, en matière de commerce ? Mais je crois que... Il est rentré dans une phase où il veut être plus conciliant. C'est ce qu'on voit là. Mais on le savait déjà. Il y a eu l'aller-retour sur l'électronique importée, il y a eu l'aller-retour sur les pièces de voitures importées, il y a eu l'aller-retour sur les droits de douane vis-à-vis du Canada et du Mexique. Maintenant, on a un aller-retour sur la Chine, les suivants. Au final, c'est pas beaucoup de bruit pour rien. Oui, mais... Probablement, son objectif, c'est de convaincre ses électeurs qu'il est très actif et qu'il va obtenir beaucoup de relocalisations. À nouveau, je ne crois pas à des relocalisations massives aux États-Unis. Et donc, même si on a vu des annonces de constructeurs auto, étrangers, américains, oui, mais à nouveau, qui vont dans ce sens, dans le sens de la création d'emplois. Il va falloir trouver la main-d'œuvre qualifiée. Enfin, je veux dire, un Slovène ou un Slovaque, c'est beaucoup plus qualifié qu'un ouvrier américain. Il va falloir trouver de la main-d'œuvre tout court, et il va falloir réfléchir au prix. Je crois qu'il y a plein d'obstacles à des relocalisations massives. Et d'ailleurs, ces relocalisations sont des intentions annoncées sur un horizon assez long. Donc je crois qu'il y aura... Ça sera pas...
je ne crois pas que des chaînes de valeur qui ont été déjà installées soient modifiées. Donc des nouvelles capacités qui pourraient être créées pour répondre à la demande interne américaine pourront être davantage localisées aux États-Unis. En Europe, ça concernait déjà toutes les industries qui sont très intensives en consommation d'énergie, parce que le prix du gaz européen était très pénalisant sur ces industries, donc la chimie, les engrais, etc. Mais je ne crois pas qu'il y aura de changement des chaînes de valeur qui existent déjà. Un Américain ou un Européen qui sous-traite à la Chine ou à l'Asie du Sud-Est ne va pas rompre cette sous-traitance pour se réinstaller aux États-Unis. C'est beaucoup, beaucoup trop coûteux. Avant de se quitter, Patrick, sur les marchés, on se dit quoi? Parce que la plupart des indices boursiers ont retrouvé non pas leur point haut, mais ont compenser largement la baisse et le stress du mois d'avril. Il se passe quoi si Trump se calme dans les prochains mois ou trimestres? Alors, le marché américain est normalement porté par les résultats des entreprises. Qui étaient plutôt bons d'ailleurs. Qui étaient bons. S'il y a des droits de douane à 10% qui seront probablement pas très pénalisants, qui se généralisent, il y aura une seconde vague d'amélioration du marché boursier américain. Je suis beaucoup plus inquiet sur l'Europe. Alors, parce que, alors même si le premier trimestre a été supérieur aux attentes, il faut regarder maintenant la croissance européenne hors Irlande, parce que vous savez que les Irlandais ont un PIB qui est extrêmement bizarre et qui bénéficie de localisation des profits réalisés par les entreprises en Irlande. Donc là, le vrai chiffre, c'est essentiellement le vrai chiffre, c'est plus 0,3. Bon, enfin, c'est quand même au-dessus des attentes, qui étaient à 0,2. Mais je crois que la croissance européenne sera faible cette année. Et puis, les chiffres d'avril montrent que le point que je défends avec vous depuis longtemps, qui est que l'inflation européenne n'est pas vaincue, confirme le fait que l'inflation européenne n'est pas vaincue. On a une inflation... Elle est proche de 2, quand même. Ah ben non, si vous regardez l'inflation sous-jacente, elle est à 2,8, elle remonte, elle était à 2,7 au mois de mars. L'inflation des services est à 3,9, elle remonte. L'inflation européenne est simplement affectée par le prix de l'énergie, la chute du prix du pétrole. Mais si vous regardez l'inflation hors énergie... Et donc la BCE attend de baisser ses taux à chaque fois. Je continue à ne pas comprendre les annonces de la BCE qui disent que l'inflation à la fin de l'année, l'inflation sous-jacente à la fin de l'année sera inférieure à 2%. Ce n'est pas vrai. L'inflation sous-jacente à la fin de l'année, elle sera probablement plus proche de 3% que la BCE baisse ses taux. Oui, mais à nouveau, quand vous parlez aux gens de la BCE ou aux gouverneurs des banques centrales, etc., le message est nous avons une capacité à baisser nos taux parce que nous avons vaincu l'inflation. Et le message n'est pas la BCE réagit à la baisse de la croissance européenne. Le mandat de la BCE, ce n'est pas le mandat de la Réserve fédérale. Le mandat de la Réserve fédérale, c'est inflation et croissance. Le mandat de la BCE, c'est que inflation. Ouais. Et je doute que si la BCE respecte in fine son mandat, elle puisse baisser autant les taux d'intérêt que ce que les marchés attendent. Les marchés attendent 1,70 à la fin de l'année pour le taux repo. On est à 2,25 là. On est à 2,25 et même 2,25 c'est déjà extraordinaire. Ça fait un taux, si vous calculez le taux d'intérêt réel à court terme en utilisant l'inflation sous-jacente, ça fait un taux d'intérêt réel très négatif. Tant mieux, ça va relancer l'activité. Hein. Oui, mais à nouveau, il faut de la clarté. Que la BCE arrête de dire qu'elle peut baisser ses taux parce qu'il n'y a plus de problème d'inflation, qu'elle nous dise qu'il y a un problème d'inflation, mais qu'elle doit baisser les taux parce qu'il y a un problème de croissance, parce que les marges des entreprises sont mangées, etc. Et du côté de la Fed, pas de baisse de taux, on finit là-dessus avant juillet ? Écoutez, la Fed va être rassurée si la signature d'accords de droits de douane à des niveaux très bas. La Fed va être probablement rassurée sur l'inflation. L'inflation américaine sous-jacente est à 2,8, elle continue à baisser. S'il n'y a pas de facteurs droits de douane qui font remonter l'inflation... Donc elle pourra commencer à baisser en juin. La Fed pourra probablement baisser en dessous de 4,25. Probablement la Fed sera à 3,75 à la fin de cette année, ce qui est à peu près l'anticipation de marché. Donc la Fed a une marge de manœuvre que n'a pas à nouveau la BCE. Allez, merci beaucoup. Donc Patrick Artus, conseiller économique de SIAM, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.